principe de la plateforme de calcul Carnot, donc c'est de faire correspondre une demande de chauffage à une offre de calcul. On fait des choses qui sont peu communes à Carnot, et donc je me suis retrouvé sur un chantier à 6h du matin à participer à une réunion de chantier avec des électriciens, un chef de chantier. Ça sortait plutôt beaucoup de ma formation. Ouais, je pense que j'ai grandi avec la boîte, et ça c'est très agréable et je pense très important pour moi, pour la boîte. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Clément Pellegrini, qui est le CTO de Carnot. Merci Clément de m'avoir invité dans vos locaux. Avec plaisir. Dans vos locaux, alors c'est pas fréquent, vous êtes au -1. Oui, effectivement, on est dans un sous-sol avec un magnifique puits de lumière, donc effectivement, c'est pas commun, mais c'est très agréable. Et est-ce qu'il n'y a rien à voir avec l'activité de Carnot d'être au -1 ? Parce que du coup, vous êtes pas mal dans les sous-sols, vous. Oui, effectivement, par notre activité, on déploie nos produits dans les sous-sols, mais non, c'est complètement une coïncidence. Ok, il n'y a pas de storytelling. Non, malheureusement pas là-dessus. Ok. Pour la petite histoire, je te l'avais pas dit quand je t'ai contacté, mais quand je lance le podcast il y a un an, un peu plus d'un an, vous étiez en train de lever 6 millions d'euros. Et là j'avais repéré Carnot en me disant c'est une chouette boîte, c'est un chouette produit, une chouette offre, et j'aimerais bien le contacter. Donc ça me fait vraiment plaisir, et je te propose de commencer le podcast par justement présenter Carnot. Est-ce que vous faites ? D'accord, donc Carnot, on est une PME, aujourd'hui on est 70 personnes, et l'idée de la société, c'est de valoriser la chaleur fatale des calculs informatiques. Donc comme vous le savez sûrement, un ordinateur, quand ça travaille, ça produit de la chaleur, et pour les calculs informatiques, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met ces ordinateurs, ces serveurs dans des immenses data centers qu'on refroidit avec de la climatisation. Donc l'idée de Carnot, c'est que d'un côté, il y a des gens qui fabriquent ces immenses data centers et qui refroidissent les serveurs, et de l'autre côté, il y a des gens qui payent pour se chauffer, pour avoir de l'eau chaude ou pour tout simplement avoir chaud chez eux. Donc il y a des gens qui ont eu des initiatives pour transporter la chaleur fabriquée par les ordinateurs directement chez les gens. Nous, on s'est dit qu'on allait distribuer en fait la source de cette chaleur, donc qui est le calcul informatique. Donc on a créé un premier radiateur ordinateur. En fait, c'est un radiateur qui embarque en son sein des serveurs. Et quand ces serveurs calculent, ça produit la chaleur pour les habitants. Et puis sur le même principe, on a créé une chaudière numérique. Donc à l'intérieur, il y a des cartes mères. Elles sont connectées à Internet, elles travaillent, elles produisent de la chaleur, et du coup, ça produit de l'eau chaude. Donc toute l'électricité qui est dépensée pour faire tourner ces serveurs qui font des calculs informatiques, en fait, est valorisée au lieu d'être perdue dans l'air ou refroidie avec une climatisation. Je trouve l'idée géniale. Du coup, la boîte, elle a démarré quand ? Alors la boîte a été créée en 2010. Il y a eu quand même quelques années de recherche et développement. Et puis ensuite, le premier gros déploiement a été fait dans un immeuble de la Régie immobilière de la ville de Paris, où on a déployé nos radiateurs dans tous les appartements d'un immeuble. Et donc ces gens sont chauffés par nos radiateurs depuis fin 2013, début 2014. Et donc la proposition de valeur de Carnot, c'est qu'en fait on est capable de vendre la puissance de calcul de ces ordinateurs. Du coup, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, et en fait donc on rembourse la consommation électrique des radiateurs. Donc les gens sont chauffés gratuitement grâce aux gens qui payent pour pouvoir faire leurs calculs sur les radiateurs Carnot. Bon, je pense que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent pour être chauffés gratuitement, là, ils vont se dire... Alors oui, effectivement, c'est vrai que dit comme ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on se déploie uniquement dans des bâtiments. En fait, on ne vend pas nos produits aux particuliers, malheureusement. Donc on travaille principalement avec les bailleurs sociaux ou avec les promoteurs immobiliers sur la partie chauffage, puis sur la partie chaudière également, et ainsi qu'avec des industriels ou des piscines, ou voilà, partout où il y a besoin d'eau chaude, mais pas chez les particuliers. Du coup, là, vous avez des systèmes qui fonctionnent. Vous chauffez des radiateurs en fonte, vous chauffez des chaudières à eau. Vous arrivez à fonctionner comment ? Alors nous, on fonctionne vraiment toujours sur le même principe. On va récupérer la chaleur qui est dissipée par le CPU,
Et ensuite, soit ça va être dissipé dans l'air via un gros bloc d'aluminium pour le radiateur, soit en fait il y a de l'eau qui va circuler dans un bloc d'aluminium auquel le CPU est mis en contact, et du coup ça va réchauffer l'eau au passage de l'eau près du CPU, et ça va indirectement aussi refroidir le CPU pour qu'il puisse continuer à fonctionner. Vous avez des indications sur le taux de retour énergétique? Enfin voilà, il y a de la déperdition à chaque fois, mais le taux de retour énergétique que vous avez? Alors en fait, ce qu'on mesure, c'est le rendement de la chaudière. Donc en fait, c'est entre la puissance électrique qui est consommée par le système et la puissance qui est restituée dans l'eau, donc pour la faire chauffer. Et donc avec la chaudière, on a un rendement de 95%. 95%? 95%, oui. Et c'est un chiffre qui est aussi qui est certifié officiellement et qui est pris en compte dans les dimensionnements et dans les installations de Carnot. Oui, c'est un très bon chiffre. Oui. C'est vraiment énorme. Ok, et alors comment on fait quand on a trop chaud? Alors effectivement, ça revient souvent. Nous, on produit un système de chauffage pour les gens qui ont ça chez eux. C'est vraiment un système de chauffage, donc ils peuvent régler en fait la consigne de température. Et donc nous, on va adapter en fait en fonction de ça la quantité de calcul informatique qu'on va envoyer sur les radiateurs. Donc on ne chauffera pas les gens s'ils ne souhaitent pas être chauffés. Et donc on adaptera en fait en fonction de cette contrainte thermique la puissance de calcul qu'on envoie sur les radiateurs et sur les chaudières. Vous êtes capable de répartir la charge de calcul sur des radiateurs qui sont distribués partout en France ou même dans le monde en instantané en fonction de la demande de vos clients en fait? Exactement, c'est le principe de la plateforme de calcul Carnot qu'on appelle le QR, sur laquelle la majorité de nos ingénieurs logiciels travaillent. Donc c'est de faire correspondre une demande de chauffage à une offre de calcul. Donc d'un côté, nous on a des clients qui nous envoient leur charge de calcul, et de l'autre côté on a des gens qui nous demandent entre guillemets de la chaleur, et du coup on va aiguiller ces calculs en fonction de cette demande. Et effectivement on a un système qui est complètement distribué. On a des radiateurs à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Paris, à Lille. On a aussi des chaudières à Nantes, à Paris. On en a aussi beaucoup en Finlande. Donc voilà, vraiment le but de la plateforme de calcul Carnot, c'est d'être capable d'aiguiller ces calculs informatiques sur des radiateurs ou sur des chaudières qui ont besoin de puissance de calcul, qui ont besoin de chauffer. Aujourd'hui, pour peut-être donner un ordre d'idée, vous avez combien de bâtiments, combien de serveurs, combien de bâtiments? Alors, quelle est la puissance de calcul que vous offrez aujourd'hui? La métrique, nous qu'on utilise, c'est le cœur de calcul. Donc un CPU, ça possède plusieurs cœurs. Donc en fonction des modèles, ça va posséder de 8 à 32 cœurs. Et aujourd'hui, on parle bien de cœurs physiques, et on a déployé plus de 50 000 cœurs physiques de calcul. 50 000 cœurs et par bâtiment pour donner... Alors on a des bâtiments de plusieurs tailles, ça va dépendre. On a des bâtiments dans lesquels on a 300 radiateurs, il y a des bâtiments où il y en a un peu moins, le minimum qu'on a c'est 20 radiateurs. On a des sites où il y a 2 chaudières, on a des sites où il y a 20-30 chaudières. Donc voilà, on a plusieurs tailles, plusieurs types de sites différents. Mais donc voilà, au global on a 50 000 cœurs de calcul qui sont prêts et disponibles pour nos clients. Et alors du coup, une autre question par rapport à la répartition de la charge. Qu'est-ce qui se passe quand toute la puissance de calcul, quand vos clients, vous avez des clients qui vous demandent de calculer un certain nombre de choses, mais vous avez plus de demandes côté chaleur. Vous faites comment pour envoyer la sauce? Alors effectivement c'est un problème. Effectivement il y a par exemple sur le radiateur il y a une certaine saisonnalité. Les radiateurs fonctionnent beaucoup plus l'hiver que l'été. Après ce problème est beaucoup moins présent sur les chaudières où il y a un besoin d'eau chaude et de production d'eau chaude qui est continu tout au long de l'année. Et en fait, le sujet, c'est d'être capable. Donc, on a certains clients. On a un certain nombre de clients payants, donc qui nous réservent un nombre de cœurs à l'année. Puis on a des gens à la demande. Et après, on est capable d'offrir des heures de calcul, donc à des étudiants, à des projets open source. Par exemple, on a déjà sponsorisé la Blender Foundation pour qu'ils puissent effectuer leurs calculs gratuitement sur Carnot. C'est quoi la Blender Foundation? Ils font quoi? Blender, c'est un logiciel de 3D open source. Donc voilà, donc à la fois ils développent ce logiciel open source, et à la fois ils font eux-mêmes quelques films d'animation, des sortes de démos pour montrer la puissance du logiciel.
Donc ouais, quand vous avez de la puissance en RAB, c'est pour eux, par exemple. Par exemple, voilà, ou des projets étudiants, ça arrive assez régulièrement qu'on ait des étudiants en école d'art ou de VFX qui utilisent la puissance de Carnot pour réaliser leurs projets de fin d'année. Et on peut aussi, dans certains cas, offrir la puissance de calcul à des projets collaboratifs comme Folding at Home, où en fait c'est assez connu, mais si vous avez un ordinateur, vous pouvez aussi, tout le monde peut contribuer, ça va distribuer du calcul scientifique sur des ordinateurs qui sont inutilisés. Voilà. Ok. Et côté client, du coup, vous avez de l'adhésion? Enfin, oui. C'est quoi vos... Alors aujourd'hui, on a 2 gros secteurs d'activité sur lesquels on est très présent. Le premier, c'est le secteur bancaire, qui est énormément consommateur de puissance de calcul. Et ouais. Donc ils font beaucoup voilà, c'est les salles de marché qui font du calcul de risque. Donc voilà, ils confient leurs calculs à Carnot, nous on les exécute. Et du coup, c'est aujourd'hui notre principale source de clients. Et l'autre grosse source de clients avec laquelle on travaille, c'est tout ce qui est animation 3D. En fait, le rendu d'un film d'animation, c'est extrêmement énergivore. Si on prend un film d'animation, donc un film d'animation, ça va durer 90 minutes. On a à peu près 60 images par seconde. Et le rendu d'une image, ça peut représenter alors ça dépend de la qualité, est-ce qu'on est en 4K, Full HD, etc. Mais on peut être entre 3 et 9 heures de calcul par image. Donc voilà, vous imaginez 9 heures de calcul par 24 images par seconde, 60 secondes par minute, par 90 minutes, ça peut vite devenir assez important. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, on a aussi d'autres clients qui font du machine learning, de l'intelligence artificielle, de la mécanique des fluides, de la recherche scientifique, des gens qui travaillent dans la santé. Voilà, tous les gens qui ont besoin de puissance de calcul intensif sont des clients potentiels pour Carnot. Bon, les cas d'usage sont infinis. Enfin, pour l'instant, vous n'êtes pas limité. Non, c'est pas une limite pour l'instant. Ouais. Ok. Et alors, du coup, toi, dans tout ça, t'arrives quasiment au début de l'aventure? Oui, effectivement. Donc, moi, je suis diplômé d'EPITA. Donc, j'ai eu mon diplôme en 2014. J'ai fait un stage de fin d'études à l'étranger. Et à l'issue de ce stage, j'avais une proposition, mais j'ai choisi de rentrer à Paris parce que j'avais envie de travailler. De travailler en France. J'avais entendu parler de Carnot via un camarade d'école qui avait déjà fait un stage chez Carnot. Donc j'ai rejoint Carnot, le premier radiateur était là et je suis arrivé pour notamment construire en fait l'API par-dessus la plateforme de calcul. Donc mettre en place l'API et les SDK donc, qui permettent à nos clients d'envoyer automatiquement du calcul sur la plateforme Carnot. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne techniquement. Les clients disent voilà, tel calcul, je vous l'envoie, vous traitez. Exactement, nous en fait on fournit un système de stockage, donc les gens peuvent venir déposer leurs fichiers. Ensuite ils vont nous envoyer ce qu'on appelle une tâche de calcul, donc ça va être un logiciel à exécuter sur ces données-là. Et ensuite la plateforme va automatiquement aller chercher un nœud qui est disponible, transférer les données, exécuter le calcul et renvoyer le résultat au client. Et donc pour ça, on fournit des API et des SDK dans plusieurs langages. Donc les gens peuvent intégrer ça directement dans leur logiciel métier ou dans leurs outils internes. Ok, il y a d'autres outils, d'autres interfaces que vous mettez à disposition des clients ou c'est principalement ça? Alors c'est principalement ça. Il y a aussi évidemment une interface web qui permet aux clients de faire la même chose, de monitorer ce qui se passe, de gérer leur compte, de suivre l'exécution de leurs calculs, de regarder les logs. Voilà. Mais tout ce qui est possible de faire via nos interfaces web est également possible de faire programmatiquement avec nos API et nos SDK. Donc toi, tu arrives pour développer l'API? Exactement. Quand j'arrive, il y a déjà une base sur la plateforme de distribution du calcul. Ouais. Donc moi, voilà, j'arrive sur... au début, on est 5, dont 3 développeurs. Et du coup, j'arrive et voilà, il faut construire... Il faut construire cette API, il y a beaucoup à construire, déjà une bonne base, le radiateur est là, la base de la plateforme de calcul est là, il y a déjà des personnes très compétentes qui sont là et qui font du bon boulot, donc voilà, moi je m'attelle à créer cette surcouche qui permet d'abstraire l'accès à nos services pour nos clients. Et bon, toi, tu arrives vraiment quasiment au début de l'industrialisation, de la commercialisation. Aujourd'hui, vous êtes 70, tu disais. Il y a plusieurs
C'est quoi les gros tournants de la boîte? Alors moi j'arrive les gros projets que tu as eu à mener aussi, qui peuvent être des tournants J'arrive en 2014 et à peu près 6 mois, 1 an après que je sois arrivé, je crois, on a le premier gros client de calcul, donc une grosse banque française qui nous confie 1 millier de cœurs de calcul, je crois, à l'époque, à faire tourner sur Carnot. Donc un vrai challenge technique dès le début, voilà, d'être capable de répondre à leurs exigences de sécurité, parce que c'est une banque, de performance, parce que c'est directement 1000 cœurs. Et à l'époque, ça représente quand même beaucoup pour Carnot. C'est le premier vrai grand test parce de que l'API. Vous avez des exigences sur... Enfin, les clients, ils disent, voilà, ok, je vous confie de la puissance de calcul, mais je veux que tel calcul soit terminé dans X temps. Alors, il y a des exigences de disponibilité. Donc, ils vont nous dire, nous, on veut 1000 cœurs en permanence. On veut voilà, donc c'est à nous de nous assurer d'avoir toujours au moins cette puissance de calcul de disponible pour ce client-là. Et on a aussi, on travaille avec le secteur bancaire et le secteur de l'animation 3D, donc c'est pour différentes raisons, mais c'est tous des gens qui ont des exigences de sécurité plutôt importantes. Alors du coup, tu m'offres un pont, mais l'exigence de sécurité, vous l'adressez comment? Alors on l'adresse d'un point de vue logiciel, d'un point de vue procédure. On vient d'ailleurs tout juste d'obtenir la certification ISO 27001, donc qui est une norme qui valide les process et le management de la sécurité du système d'information. Donc on vient de l'obtenir, puis même avant ça, en fait, nos clients nous faisaient passer des audits, et on faisait aussi des audits commandés en interne pour valider la sécurité. Donc voilà, après ça dépend des besoins des clients, mais on fait de l'encryption. On travaille beaucoup avec quelque chose qui s'appelle le TPM, donc qui est une petite puce qu'on peut retrouver dans certains serveurs, qui permet de faire de la crypto directement dans le serveur et de signer par exemple l'image qui est démarrée. Donc on est à peu près sûr que c'est toujours notre image qui est démarrée. Ça permet de faire du chiffrement, donc on va garantir que les fichiers de nos clients sont chiffrés pendant le temps du calcul. Voilà, puis on met en place des VPN, toutes les bonnes pratiques de sécurité, et ensuite toutes les bonnes pratiques de management, de formation des équipes aux besoins et aux enjeux de sécurité, la gestion des postes de travail, la gestion de la confidentialité, toutes les bonnes pratiques de sécurité qui peuvent être mises en place. On fait en sorte de les mettre en place. Et c'est toi qui en a la responsabilité, l'overview? Alors, en tant que directeur technique, j'en porte une certaine responsabilité, mais on a aussi une personne qui est CISO, donc Chief Information Security Officer, qui nous a rejoint il y a 2 ans, et donc qui nous aide à travailler là-dessus, puis à toutes ces questions de certification. Ok. Et alors, du coup, aujourd'hui, tu es CTO de Carnot, tu es arrivé développeur quasiment sorti d'école. C'est quoi les étapes, comment ça s'est passé, ta montée en responsabilité? Ça s'est passé assez naturellement. Après, j'ai pas une formation de CTO. C'était plutôt une certaine opportunité, une certaine chance. Ça s'est fait plutôt naturellement, je pense. T'as grandi avec la boîte? Ouais, je pense que j'ai grandi avec la boîte, et ça c'est très agréable, et je pense très important pour moi, pour la boîte. Voilà. Et tu codes encore, toi, ou pas? Non, plus du tout. C'est un regret. C'est marrant, c'est vraiment une question qui revient assez souvent, même des fois quand je recroise des anciens camarades d'école, et ils me disent, mais est-ce que tu codes encore? Je code plus, je fais plus de programmation, je vais faire un petit peu de Python, un petit peu de Bash pour faire des scripts, pour me simplifier la vie, pour aider un client, pour aider un collègue, mais je passe pas une demi-journée ou une journée à faire de la programmation objet dans le cœur de la plateforme de calcul. Tu te mets plus sur le chemin critique du delivery, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ok. Et dans l'évolution de ton poste, il y a des choses qui ont été compliquées à adresser, des problématiques que tu as eues d'un point de vue managérial, recrutement, organisation? Alors le recrutement dans la tech, c'est pas facile, mais c'est pas forcément, je pense, lié à mon poste. Non, je pense qu'en fait toutes les étapes et les évolutions de mon poste se sont faites assez naturellement, et
voilà, et toutes les responsabilités que j'ai pu avoir au fur et à mesure du temps se sont fait aussi avec l'évolution de la boîte, le fait de recruter et du coup de déléguer de plus en plus des choses que moi je faisais et qui du coup me libèrent du temps pour faire des choses entre guillemets de plus haut niveau. J'ai pas eu de difficultés particulières. Je pense que tout s'est fait heureusement assez naturellement au fur et à mesure. Super smooth. Je pense, ouais. Et aujourd'hui, l'organisation actuelle, si tu nous la décris? Alors aujourd'hui, l'organisation actuelle, alors, on a des équipes Carnot, donc voilà, on a des gens dans l'équipe administrative, financière, commerciale, marketing, communication. Bon, je ne gère pas du tout, mais alors moi je m'occupe vraiment de toute la partie développement. Donc là, on a la chance à Carnot et moi ça rend mon poste très intéressant, c'est qu'on fait tout. On fait tout du hardware embarqué jusqu'au logiciel, au développement mobile. Donc on a une équipe embarquée donc qui va travailler sur tout ce qui est le Linux embarqué dans notre chaudière, dans notre radiateur. Donc de la programmation système très bas niveau, un peu d'électronique également. Ensuite on a toute une équipe IT DevOps, donc qui va faire tout ce qui est gestion des serveurs, infrastructure, monitoring, gestion de la sécurité, gestion des serveurs, le déploiement, la configuration automatique. On a toute une équipe qui s'occupe de la plateforme de calcul. Donc vraiment c'est la plateforme qui permet de prendre les calculs des clients, les distribuer sur un de nos produits et leur restituer les résultats. Ensuite, on a une équipe apps, donc apps. Voilà, on appelle ça apps. C'est un peu le nom interne, mais qui s'occupe de à la fois tout ce qui est UI, UX et développement back-end, front-end de nos logiciels. Donc ça concerne à la fois les logiciels publics, donc le dashboard sur lesquels les gens peuvent voir leurs calculs, voir les résultats de leurs calculs, télécharger leurs fichiers, gérer leurs comptes, payer, récupérer leurs factures. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie publique et visible. Et il y a aussi le développement de tous les outils internes, donc qui nous permettent de gérer la consommation des radiateurs, de gérer notre base de données clients, de gérer la facturation, voilà, tous les outils de monitoring et de surveillance qu'on a pu développer. Et alors, tous les outils internes, c'est développé maison ou tu fais le choix d'acheter des produits des fois aussi? C'est plutôt développé maison. C'est beaucoup développé maison. On a à la fois on construit une plateforme de cloud, donc on se dit qu'il faut qu'on soit au maximum maître de ce qu'on fait. Donc on a beaucoup de développement interne, beaucoup d'open source. Voilà, on fait beaucoup de développement interne et on a quand même des besoins qui sont assez particuliers. Souvent on nous demande mais pourquoi vous n'utilisez pas un scheduler du marché pour gérer vos calculs? Bah ouais, ça pourquoi vous n'utilisez pas un scheduler parce du qu'en marché? fait, des schedulers du marché qui sont capables de prendre des contraintes de température comme critère de scheduling du calcul, on n'en a pas trouvé. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait le nôtre. Ok, il y a d'autres contraintes comme ça Alors c'est la principale. Pas, ouais. Après, on a des contraintes de clients qui vont nous dire moi je veux tourner que en Finlande, moi je veux tourner que en France, moi je veux tourner que Quand tu dis tourner, enfin moi des gens qui vont nous dire moi je veux que mes clients s'exécutent mes calculs s'exécutent uniquement en Finlande. Ah là là, voilà. L'exécution, la le scheduling, exactement. Ah ouais, d'accord. Voilà, ou des gens qui vont nous dire moi je veux que mes calculs se fassent que sur des radiateurs ou que sur des chaudières. C'est vrai? Oui. Ok. En fait, l'empreinte RSE n'est pas forcément la même en fonction de là où c'est fait. Il y a des gens avoir des calculs qui chauffent des logements sociaux, ils vont trouver ça plus vertueux que de faire des calculs qui vont chauffer un entrepôt. Voilà. D'accord. Dans les deux cas, on a une récupération de chaleur qui est la même ou quasi la même. Mais voilà, après, ça peut être des contraintes RSE, ça peut aussi être des contraintes de sécurité. Les gens qui vont nous dire je veux auditer physiquement ce site, la chaudière ça me va, par contre le radiateur je suis moins à l'aise, ou alors ça peut être des contraintes matérielles, je veux ce type de CPU, je veux ce type de GPU, voilà. Donc on doit être capable de gérer toutes ces contraintes le plus simplement possible.
Donc ça c'est le géographique qui m'interpelle le plus. C'est quasiment le plus commun. Ouais. Ok, parce que effectivement, il y a pas mal de calculs qui doivent pas sortir du E, par exemple. Oui, ça peut être ce genre de contrainte. Alors après, aujourd'hui, on est uniquement en UE, donc ça va, mais ça peut être des gens qui demandent uniquement en France, par exemple, qui veulent pas que leur calcul soit fait sur nos chaudières en Finlande. D'accord, ok. Ça marche. Et rien à voir, je repense au moment avant l'enregistrement, tu m'as montré le sous-sol du sous-sol avec votre lab R&D. Rapidement, tu me disais que à tes débuts, ton rôle c'était aussi, c'est multitâche, quoi, donc d'aller faire tu t'es retrouvé sur les chantiers à faire des installs. Exactement, c'est ça qui est très intéressant dans mon expérience à Carnot, c'est que, alors moi j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, j'ai fait une spécialité dans le développement embarqué, j'ai fait un stage de fin d'études en réseau et je suis arrivé à Carnot pour faire des API. Donc c'est l'avantage de l'informatique, c'est qu'il y a des ponts, il y a des milliers d'opportunités, et l'informatique c'est tellement vague qu'on peut faire plein de choses différentes. Mais je me suis retrouvé effectivement, quand on a déployé 346 radiateurs à Bordeaux en 2017, il me semble. Donc c'était la première grosse installation dans un bâtiment neuf de radiateurs à Carnot. On n'était pas beaucoup à l'époque, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Alors je sais plus, je crois qu'on était peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Et donc je me suis retrouvé sur un chantier à 6h du matin à participer à une réunion de chantier avec des électriciens, un chef de chantier, le plombier, à discuter de quand est-ce qu'on installe les radiateurs, comment, quels sont les problèmes, quels sont les retards, etc. Donc ça sortait plutôt beaucoup de ma formation, donc c'était assez intéressant. Et là, tu mets la main à la pâte là, dans ce chantier en l'occurrence, ou alors t'observes non, plutôt? Aujourd'hui, non, c'est des choses qui ont été complètement déléguées. On a des gens qui, donc c'est plus le métier que moi de s'occuper de ce genre de choses. Mais en 2017, tu avais participé à l'installation En 2017, j'ai participé à l'installation activement, vraiment activement des radiateurs. Ouais, c'était plutôt assez récent. Puis je me suis retrouvé aussi dans d'autres problématiques qu'on m'enseigne pas du tout, et ce qui est normal, mais la gestion d'une usine, la gestion de fournisseurs de composants électroniques, c'est un autre monde, c'est assez intéressant. Voilà. Ok. Et en termes là je passe du coq à l'âne une nouvelle fois. Tu me parlais de l'orga juste avant avec les différentes équipes. Il y a toi tu étais intervenu sur la partie API, donc il y a des équipes sur lesquelles tu te sens moins à l'aise techniquement, ou aujourd'hui tu as vraiment une compréhension globale du système? Alors naturellement je suis plus à l'aise sur les parties où j'ai le plus contribué en tant que développeur dans le passé. Après il y a des parties sur lesquelles je suis moins à l'aise parce que du développement mobile depuis la sortie de l'école, je crois que j'en ai jamais refait. Mais voilà, après j'ai des gens en qui je peux avoir une totale confiance. Ça reste de la technique, ça reste du développement. Je pense que je maîtrise toujours la big picture de ce qui se passe et de ce qui se passe comme développement. Donc, Et du coup, quand tu recrutes, c'est toi qui recrutes, tu te fais accompagner sur les entretiens par des seniors d'autres équipes. C'est quoi votre process? Alors on a une RH qui s'occupe des recrutements, qui s'occupe de nous sourcer des candidats. Ensuite, c'est plutôt les lead dev des équipes qui vont faire l'entretien technique. Moi, je vais donner mon avis, par exemple, sur le CV. Et puis si d'un point de vue technique, c'est validé par les équipes, moi, je vais faire plutôt un entretien de personnalité, on va dire, avec la personne, pour valider que ça matche, que humainement ça va matcher, que la personne va bien s'intégrer, et que moi, ça me paraît correct. Tu vois tout le monde aujourd'hui? Tous les gens qui sont recrutés dans les équipes de développement, oui, je vois tout le monde. Oui. Ok. Et l'onboarding, tu l'adresses comment? Alors ça fait
partie des choses sur lesquelles on travaille. On a beaucoup recruté ces dernières années. Chaque équipe a un peu son process d'onboarding. On essaie. Ah ouais, vous n'avez pas homogénéisé Non, malheureusement, c'est peut-être pas la partie sur laquelle on est la plus efficace aujourd'hui. Ça va dépendre. En général, ce qu'on essaye de trouver, c'est un projet qui est assez transverse pour la personne, donc qui lui permet de assez rapidement toucher à différentes parties de nos microservices. Voilà, pour que la personne puisse avoir assez rapidement une bonne compréhension de comment marche la plateforme. On recrute des gens dans des équipes, mais on recrute pas des gens pour des applis ou pour des projets en particulier. L'idée, c'est que tout le monde puisse intervenir sur les différentes, sur les différentes briques au sein d'une même équipe. Ok, et c'est quoi les grosses différences qu'il y a d'onboarding entre différentes équipes et est-ce qu'elles s'expliquent ? Elles s'expliquent parce qu'elles n'ont pas forcément été construites par les mêmes personnes. C'est pas non plus les mêmes technos. Donc c'est pas forcément exactement les mêmes process ou la même stack logicielle à prendre en main. Donc c'est principalement pour ça. Et par rapport à, parce que vous avez du hardware, de l'embarqué, j'imagine il y a des équipes par rapport, faut faire des tests sur des machines physiques. Oui. Avec le Covid, le home office, ça pouvait marcher quand même pour ces équipes-là ou c'était compliqué? Comment vous avez organisé les choses? Alors on a essayé d'organiser les choses au mieux pour tout le monde. Alors historiquement, Carnot, on était surtout en présentiel. On a uniquement ce bureau à Montrouge. Quand on est passé au télétravail, ça s'est à la fois très bien passé parce que toute la partie de développement, on avait déjà tous les outils, en fait tout ce qui était en place pour que les gens puissent télétravailler. Les gens télétravaillaient occasionnellement. Donc ça s'est assez bien mis en place. Ensuite, on a fait en sorte que les gens qui avaient besoin de matériel aient accès au matériel. Je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti là-dessus. Voilà, moi j'en ai discuté avec d'autres collègues où on a même vu des gens qui ont travaillé dans d'autres entreprises pour lesquelles ça a été un petit peu plus laborieux de mettre en place le télétravail. Mais voilà, après inversement, quand le télétravail quand les confinements ont terminé, on était assez content de voir que les gens avec une hâte, c'était de revenir au bureau. C'est vrai que là, en se baladant dans le bureau, il y a du monde, quoi. Effectivement, c'est pas plein, mais c'est pas plein. Voilà, on est plutôt flexible sur le télétravail. On n'oblige pas les gens à venir, mais voilà, on est content quand les gens sont contents de venir au bureau. Je pense qu'on peut résumer les choses. On peut résumer les choses comme ça. Et niveau onboarding, tu me dis voilà, les process, la manière d'onboarder est différente selon les équipes. Est-ce que dans ton rôle d'un point de vue organisation projet, t'as homogénéisé un cadre de travail, une méthodo, des méthodos dans les équipes? Oui, complètement. On a des chefs de projet qui mettent en place des façons de travailler. On utilise beaucoup l'outil Jira et Confluence pour les citer. Du coup, il y a eu beaucoup de travail sur l'organisation du travail, être sûr que tout le monde ait la bonne vision de ce qui se passe, que tout le monde se sente impliqué, qu'on puisse avoir un reporting assez précis et à la fois assez précis et aussi à la fois assez condensé en fonction en fait du niveau d'information qu'on cherche et du niveau de reporting qu'on veut. Donc là-dessus, on est plutôt en phase avec les différents chefs de projet et puis les chefs d'équipe. Et vous fonctionnez Scrum, Kanban, du cycle en V, vous êtes soumis à des aléas de delivery projet peut-être aussi des fois qui imposent des choses différentes? On fait des sprints. Après, c'est plutôt une organisation d'équipe où on a un point en début de semaine. Enfin, chaque équipe a son point de début de semaine d'organisation du travail, un point de fin de semaine de débrief entre guillemets. On n'a pas de Scrum Master ou de personnes qui sont 100% dédiées à l'organisation de ça. On essaye plutôt de faire reposer le bon fonctionnement du process sur l'ensemble des personnes. Alors effectivement, les chefs de projet et les chefs d'équipe, les leads sont un peu plus responsabilisés.
Mais l'idée, c'est que faut pas que cette organisation, cette utilisation des outils soit une contrainte ou que ça repose uniquement sur les lead dev. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que tout le monde joue le jeu et surtout, du coup, inversement, que tout le monde se sente valoriser, en fait, que tout le monde voit la valeur que ça a de mettre en place et de respecter ces process de travail. Ok. Est-ce que vous êtes encore en phase de scale aujourd'hui ? Enfin, vous êtes encore en phase de croissance ou est-ce que c'est quoi les objectifs Toujours. Alors l'objectif qui caractérise assez Carnot, nous je disais donc on a 50 000 cœurs. L'objectif c'est d'en avoir 100 000 avant la. Votre outil de mesure c'est le cœur. Ouais, c'est le cœur. c'est vraiment notre outil de mesure. Ça permet de. En fait c'est la métrique qui permet de savoir. En fait, combien de cœurs on a déployés, donc indirectement combien de radiateurs, de chaudières on a été capable de vendre, et puis combien de cœurs on a vendu, donc quelle quantité de calcul on a vendu. Donc c'est vraiment la métrique de base de Carnot. Ouais. Voilà. Et donc l'objectif c'est d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir doublé le nombre de cœurs. En un an ? En un an, vous oui. allez faire autant qu'en 8 ans ? Ouais. C'est ça l'idée. Ouais, c'est l'idée, ouais. Okay. Ouais. Donc va falloir. Ouais, on est assez confiant. On a des gros projets qui se préparent. On a une nouvelle version de la chaudière qu'on va annoncer prochainement. Non. C'est quoi du coup l'évolution de la chaudière que vous. Donc historiquement, on avait la première version de la chaudière, elle embarque 24 cartes mères de type mini ITX. Donc ça va être des cartes mères de petits formats qui vont se retrouver dans des PC de gaming un peu haut de gamme et un peu compact. Donc c'était plutôt du grand public haut de gamme. Et puis là aujourd'hui on va faire une nouvelle chaudière basée sur OCP. Donc je sais pas si ça parle, mais OCP tu peux éventuellement en fait c'est Open Compute Project. Donc c'est en simplifiant, en fait, c'est l'équivalent de l'open source, mais au développement de serveurs. Donc c'est du open hardware. Les plans sont disponibles, tous les composants du serveur sont interéchangeables entre différents fabricants. Donc c'est un projet qui a quelques années maintenant, qui est notamment porté par Meta, ex Facebook. En fait, ils en avaient je pense marre d'acheter des serveurs chez les grands fabricants, qui ont des contraintes particulières, et puis ils sont repartis d'une feuille blanche et ils ont pris une approche assez radicale. Par exemple, un serveur, en fait, ce qui caractérise la taille d'un serveur, c'est un U, donc ça a une certaine taille, et en fait c'est quelque chose qui vient de l'époque des télécommunications et donc qui est maintenant une contrainte sur la fabrication des serveurs informatiques, c'est d'avoir cette hauteur qui fait un U, ou 2 ou 4 U en fonction des serveurs, mais qui est une contrainte qui vient du monde des télécommunications et qui n'est pas forcément adaptée à un serveur informatique. Donc en fait, ils sont vraiment repartis d'une feuille blanche. Donc ils ont créé le OpenU, qui ne fait pas exactement la même taille. Ils ont pris d'autres libertés. C'est des serveurs qui sont entièrement démontables sans utiliser aucun outil. On peut tout enlever sur le serveur sans avoir besoin d'un tournevis. Et puis surtout, vous pouvez acheter un composant chez un fabricant et le remplacer par un composant d'un autre fabricant. Ils ont aussi décidé d'extraire les alimentations électriques des serveurs. Donc les alimentations électriques se retrouvent directement dans la baie et sont partagées entre tous les serveurs. Donc aussi en termes d'efficience électrique et énergétique, c'est plutôt intéressant. Et donc aussi, nous on fait des choses qui sont un peu... C'est un choix que vous avez fait pour la maintenance, pour la maintenance, et puis aussi on fait des choses qui sont peu communes à Carnot. Si on va voir un grand fabricant de serveurs aujourd'hui et qu'on lui dit oui mais nous on veut un serveur sans ventilateur parce qu'on va le mettre dans une chaudière dans un bâtiment ou dans une piscine, ils comprennent pas. Voilà, c'est pas des choses. Alors ils commencent à s'intéresser au sujet, mais c'est pas des choses qui sont faciles. Et puis on se retrouvait à faire de la rétro-ingénierie, des dimensions des cartes, des contraintes mécaniques. Bon, ça a marché, mais là on a un système qui est open, on peut télécharger les plans sur internet, on peut télécharger les modèles 3D, on peut faire notre mécanique autour de ça. Enfin, c'est plutôt agréable. Plus simple, quoi. Exactement. Puis comme on a toujours été, comme je le disais par exemple avec la Blender Foundation, tout ce qui est open source, ça a toujours été
dans l'esprit de Carnot. Donc si en plus on peut faire maintenant du open hardware, allons-y. Ok, donc ça c'est l'un des gros chantiers challenge de l'année, c'est le lancement, commercialisation Voilà, le lancement, le déploiement de ces nouvelles chaudières. Ouais. Qui implique pas mal de nouveaux projets en cours, j'imagine côté embarqué. Alors oui et non. On a essayé alors, on repart pas non plus d'une feuille blanche par rapport à la précédente chaudière. Donc il y a effectivement un peu d'adaptation parce que c'est un nouveau produit, mais ça reste un produit qui est dans la continuité de ce qu'on fait à Carnot. Donc pour l'instant ça se passe peu. Enfin pour l'instant et pour le futur ça se passe assez bien sur le développement, sur les premiers tests, sur l'industrialisation. On est assez confiant. Est-ce que dans l'approche des devs de Carnot, est-ce qu'il y a une sensibilité particulière à ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété numérique? Oui. Voilà, à faire du code sobre. Oui, alors en fait, je pense que les gens qui viennent à Carnot, ils adhèrent au projet. Ils croient vraiment au projet et c'est, je pense, quelque chose d'assez motivant et qui nous aide dans nos recrutements. On va pas se mentir. Après, l'idée de Carnot, c'est pas de dire on va remplacer les data centers parce qu'il y aura toujours besoin de data centers et voilà, nous on fait du calcul informatique, donc on fait pas d'hébergement, on fait pas de base de données. L'idée, c'est plutôt de dire, et on ne dit pas non plus qu'il faut faire moins ou qu'il faut déconstruire les data centers ou l'informatique. On sait que c'est des besoins qui vont évoluer. Il y aura de plus en plus de data centers, il y aura de plus en plus d'IT, d'IoT dans nos vies. L'idée, c'est de dire, en fait, tous ces calculs informatiques n'ont pas besoin d'être faits dans un immense data center de dizaines ou centaines de mégawatts refroidis par des climatisations. L'idée, c'est de dire qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire mieux, qu'on peut valoriser l'énergie qui est dépensée par ces serveurs. Donc je pense oui, effectivement, c'est quelque chose qui est important pour tous les gens qui travaillent à Carnot. Et vous avez concrètement, du coup, est-ce que vous avez des pratiques côté dev qui permettent d'optimiser du code, de le rendre plus efficient, entre guillemets, plus sobre? Alors, on le fait, mais pas forcément dans un but d'efficience. Voilà, on va pas se dire qu'on cherche à faire du code bas carbone. Enfin, ça serait mentir. Hein. Non, on va chercher à optimiser le code. Voilà, comme classiquement, toutes les boîtes qui scale ont besoin d'optimiser leur code. Voilà, si on passe de 50 000 à 100 000 cœurs, si on peut le faire en évitant de doubler le nombre de serveurs d'infrastructure, oui, effectivement, ça sera plus important. Faut qu'on puisse scale à la fois le nombre de cœurs et le nombre de clients, le nombre de tâches de calcul, le nombre de données qui sont transférées, sans multiplier proportionnellement la quantité d'infrastructures nécessaires à faire tourner tout ça. Ok. Et est-ce que, pour revenir sur la partie orga, là tu me dis, mais en fait tout s'est passé hyper smooth, on est passé de 5 à 70, finalement j'ai grandi avec la boîte, effectivement ça se fait en 8 ans. Tout ça se fait en 8 ans, passer de 5 à 70, et toi aujourd'hui, il y a une quarantaine de personnes qui sont sous ta responsabilité à peu près. Oui, c'est à peu près ça. Donc effectivement, c'est une évolution qui en 8 ans, et je l'imagine, peut être smooth. Là, tu me dis, tiens, on va faire x2 en termes de cœur et d'installation, ce qui ne voudra pas dire x2 en équipe de ton côté IT peut-être, mais risque d'y avoir une accélération. Tu la prends comment Alors oui, effectivement, ça fait partie aussi des optimisations entre guillemets. Si on a 2 fois plus de cœurs, on n'aura pas forcément besoin de 2 fois plus de dev. Alors 2 fois plus de dev, je suis pas forcément contre, mais si on se projette un peu plus loin, si le jour où on a 1000 fois plus de cœurs, on n'aura peut-être pas 1000 fois plus de dev. Mais je l'appréhende assez bien. Alors effectivement, c'est pas forcément facile de recruter dans la tech. On a des équipes qui sont assez bien organisées. Moi, j'ai des responsables d'équipe qui sont très performants. L'intégration des nouveaux se passe très bien. On arrive à faire les recrutements. On galère un peu. Enfin voilà, on galère un peu à trouver les candidats, mais quand on les trouve, ça se passe assez bien. On n'est pas non plus dans le rush à se dire il nous faut 10 devs de plus impérativement avant la fin du mois parce que sinon on est foutu. Donc voilà, pour l'instant les choses se passent assez naturellement. Ouais.
Ok. Et puis voilà, on a cette petite attractivité de Carnot sur les valeurs de la boîte et sur la mission qu'on mène, donc ça nous aide aussi un peu. Ça aide. Ça aide. Ça aide, voilà. Voilà, je pense que l'histoire de Carnot, elle est assez jolie à raconter. Donc voilà, quand les gens entendent parler de nous, ils se disent pourquoi pas, pourquoi j'essaierais pas de contribuer à cette histoire, voilà, qui a un impact positif sur le bilan carbone du numérique. Donc ça nous aide, je pense. Bon, écoute, c'est chouette d'entendre qu'il n'y a pas de. C'est assez rare d'entendre. D'entendre qu'il n'y a pas eu de mur, qu'il n'y a pas eu finalement de difficulté, que ça se fait dans la douceur, dans la douceur c'est peut-être pas le bon mot, mais en tous les cas qu'il n'y a pas de grande difficulté. Non, mais alors, je suis peut-être optimiste, mais peut-être que tu as eu malgré tout est-ce qu'il y a eu 2-3 nuits blanches à nous raconter? Alors 2-3 moments anecdotiques. Alors, oui, ça fait partie des questions qu'on me pose un peu souvent. Est-ce qu'on rush? Est-ce qu'on est sous l'eau? On a du travail pour beaucoup de personnes. Enfin, on est loin de s'ennuyer. On a toujours réussi jusqu'à présent à être assez en avance de phase en fait sur les choses qu'on devait faire. Voilà, sur être capable de gérer plus de cœurs ou plus de clients. On a toujours réussi à faire les bons développements au bon moment et s'adapter avant d'être face au mur. Et on n'a jamais fait de semaines de nuit blanche ou quoi. On a eu... je crois que dans mes 8 ans à Carnot, il y a une soirée où on est resté un peu tard parce que c'était la première fois qu'on allait participer au CES de Las Vegas. Et que du coup, on envoyait un radiateur avec un ordinateur, et dans l'ordinateur, il y avait l'intégralité de la stack logicielle de Carnot qui était embarquée sur le même PC. Parce qu'en fait, sur les salons, en fait, une des contraintes, c'est qu'en général, il n'y a pas Internet. Et du coup, où il y a Internet, mais vaut mieux pas compter dessus. Du coup, nous qui avons une infrastructure qui est complètement distribuée, qui tourne sur plusieurs dizaines, même presque centaines de serveurs, en fait, on s'est retrouvé à devoir prendre toutes les pièces logicielles de Carnot et les faire fonctionner sur ce même petit ordinateur sans dépendance à Internet. Voilà, puis bon, c'était le CES, c'est quand même un salon important. C'était la démo du stand de Carnot, donc c'était d'avoir ce radiateur qui fonctionne, qui est capable d'exécuter des calculs, qui est capable d'afficher vraiment sur un ordinateur à côté du radiateur les calculs 3D qui sont en train d'être faits. Voilà, c'était assez... tout votre système sur un PC, quoi. Voilà, tout notre système sur un PC qui fonctionne en totale autonomie et de manière complètement automatique. C'est-à-dire que il y a du décalage horaire avec les États-Unis. Et puis quand on est sur un salon, on n'a pas envie de sortir le clavier et la souris pour débugger de pourquoi il y a cette partie du logiciel qui marche pas. Donc une petite pression pour être sûr que quand on allume le PC sur le salon, tout démarre correctement et tout se passe bien. Mais ça a été le cas, donc tant mieux. Ok, d'autres moments sympas à évoquer? D'autres moments sympas, oui. C'est quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié à Carnot, c'est la variété des missions. J'ai longtemps été pas mal impliqué dans toute la partie 3D de Carnot. Développement, relation avec les studios 3D, développement des logiciels de 3D. C'était assez intéressant pour moi, puis ça m'a permis de faire des beaux salons. On a participé au SIGGRAPH, qui est un ou le plus grand salon de tout ce qui est médias, 3D, VFX, etc. Donc c'est permis d'exposer nos produits à Los Angeles, à Vancouver. C'est plutôt agréable. Une autre très bonne expérience date de 2017 ou 2018, je sais plus, mais quand AMD a sorti sa nouvelle gamme de CPU Ryzen, ils ont cherché des cas de gens qui utilisent leur CPU, et nous on faisait partie des gens qui ont pu tester dès le début leur nouveau CPU, donc pour les mettre dans des radiateurs. Donc c'était une approche vraiment novatrice et assez insolite pour eux. Donc ils sont venus, en fait, ils ont fait un reportage à visée commerciale, mais pour mettre en avant l'utilisation de leur nouveaux produits. Et donc je me suis retrouvé invité par AMD à participer à une de leurs conférences de presse à New York. C'était assez impressionnant. J'en garde un très très bon souvenir. Un petit coup de stress? Non, parce que pour le coup, il n'y avait rien à préparer à part un petit speech de 10 minutes qui consistait à expliquer ce qu'on faisait, donc pas de
pas de grosse inquiétude là-dessus. Surtout une bonne expérience. Ok, chouette moment, quoi. Oui, très chouette moment. Oui. D'autres, parce que là on les prend, hein, les chouettes moments. Voilà, après les chouettes moments, la levée de fonds, c'est un chouette moment. Hein, qu'est-ce qu'on te demande, toi Est-ce que tu es partie prenante dans ton rôle, enfin, tu as un rôle de représentation, j'imagine des métriques à donner. Là sur la sécurité, j'imagine qu'il y a des sujets aussi. C'est quoi ton rôle à ce moment-là? Alors c'est pas moi qui construis, enfin c'est pas moi Carnot qui construit ou qui porte l'effort de travailler à la levée de fonds. Moi je suis plutôt là-dessus j'interviens plutôt presque comme un consultant technique en fait. Je vais donner mon avis technique. Je vais établir la roadmap à 1 an, 2 ans, 5 ans en fonction de ce qu'on me demande. Il y a des audits techniques aussi qui peuvent être faits par les personnes qui souhaitent investir. Donc voilà, là ça va être directement moi qui suis impliqué. Donc voilà, c'est vraiment sur la partie technique, le lien de la partie technique avec la stratégie, tout ce qui est métrique, reporting, voilà. La levée de fonds dont tu parles, il y en a eu 3 je crois, hein. Donc c'est la dernière ou Oui, c'est la dernière, oui. Ok, c'est peut-être indiscret. Il y en a d'autres à venir ou l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. c'est pas exclu. C'est pas exclu. Ok, ça marche. Est-ce que j'avais vu... T'es toujours maître de conférence? Alors j'interviens encore à Epita assez régulièrement. Alors je donne pas de cours, mais j'ai gardé une bonne relation avec Epita. On est beaucoup d'anciens d'Epita à Carnot. Il y a une époque, je crois qu'on était 90% d'Epita dans les équipes techniques. Alors ça s'est un peu dilué parce qu'on a essayé de recruter un peu ailleurs qu'à Epita aussi. Mais moi je garde un très bon souvenir de l'école et une très bonne relation avec l'école. Donc régulièrement quand il faut venir pitcher Carnot pour convaincre des stagiaires de nous rejoindre, ou même pour l'instant je suis invité assez régulièrement à faire un retour d'expérience sur l'après Epita, qu'est-ce que j'ai fait. Et moi j'aime bien ça. T'aimes bien partager tout ça? J'aime bien partager ce que je fais, j'aime bien motiver les étudiants, les convaincre de nous rejoindre. Le recrutement c'est une part importante de mon job. Si ça peut être fait en lien avec l'école qui m'a formé, tant mieux. Autant y aller. Voilà. Ok. Et techniquement, ça sera quoi donc, les gros challenges de l'année à venir? On a compris les objectifs. 50 000 cœurs. De plus. Non, les objectifs, c'est principalement du scale. Être capable de... Si on a 50 000 cœurs de plus, c'est-à-dire qu'on peut doubler la capacité de calcul qu'on est capable d'accueillir. On a aussi beaucoup de nouveaux champs d'application du calcul à explorer. Comme par exemple la mécanique des fluides. C'est extrêmement énergivore en termes de calcul. Donc c'est un secteur où on est assez peu présent aujourd'hui. Tu peux expliquer un peu ça? La mécanique des fluides, ça va être... pourquoi ça va être énergivore En fait, c'est de la simulation. Donc les 2 exemples qui me viennent à l'esprit, c'est par exemple la Formule 1. Tous les tests qu'ils font, toutes les simulations qu'ils font sur l'écoulement de l'air sur la voiture, ça c'est extrêmement énergivore en puissance de calcul. Et puis, d'accord, ok. Par exemple, et puis ça s'applique à la Formule 1, mais à toutes les voitures, à tout ce qui est aéronautique. Calculer la portance d'une aile ou ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle mécanique des fluides. Votre problématique, ça va être adresser le côté énergivore de ces calculs, ou ça va être aider à faire les calculs? Ça va être de faire en sorte que les gens qui font ce type de calcul, donc par exemple sur un cluster qu'ils ont en interne, puissent le déléguer. L'outsourcer entre guillemets sur Carnot de la manière la plus simple et la plus transparente possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cas d'usage que vous pouvez pas adresser. C'est un cas d'usage qu'on peut adresser,
Mais voilà, il y a peut-être des simplifications à faire pour que ce soit le plus adapté d'un point de vue métier à ce qu'on va faire. Donc par exemple, aujourd'hui, un ingénieur en mécanique des fluides, c'est pas un ingénieur en développement logiciel ou c'est pas un ingénieur en cloud computing. Donc c'est pas des gens dont la formation, le cloud est quelque chose de d'inné pour eux, ou sur lesquels ils sont le plus à l'aise. L'idée vraiment, c'est que cette personne qui maîtrise son logiciel de mécanique des fluides puisse venir faire son calcul sur Carnot de la manière la plus simple possible, sans avoir à connaître ce que c'est un cloud provider ou comment ça s'utilise. Ok. La contrainte, c'est rendre l'expérience utilisateur simple. Exactement. Pour exactement. En fait, okay. de la même manière de ce qu'on a fait pour la 3D, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un site Carnot qui est dédié à la 3D, où les gens ils viennent, ils uploadent leurs fichiers qu'ils ont créés dans leur logiciel de 3D, ils cliquent sur faire mon rendu, et la plateforme de Carnot s'occupe d'aller exécuter le logiciel, le configurer, récupérer les logs, récupérer les fichiers, et à la fin, lui, il télécharge juste ses images, quoi. D'accord. Bon, voilà. À chaque cas d'usage, une adaptation. C'est ça, nous on construit la base de la plateforme qui permet de dispatcher ce calcul, et donc il faut être capable aussi après de la personnaliser et de répondre à tous les besoins de nos clients qui veulent accéder à un type de machine, qui veulent accéder à un peu plus bas niveau dans la plateforme, on travaille beaucoup avec Docker. Voilà, il y a des gens qui disent mais on ne veut pas faire de Docker, on veut faire de la virtualisation, donc voilà, aussi proposer ce type de service à nos clients. Donc aujourd'hui on fait beaucoup de PaaS et de SaaS, donc plateforme as a service et software as a service. Puis il y a des gens qui nous disent mais nous on n'a pas besoin d'un service autant managé, on veut plutôt faire du IaaS, donc infrastructure as a service. Donc c'est des choses qu'on est capable de faire, mais c'est pareil, voilà c'est l'informatique, hein. Il y a 10 000 façons d'utiliser un service, donc il faut qu'on élargisse les possibilités d'utilisation de la plateforme de Carnot. Ok, bon, donc plein de challenges à venir. Ouais. Est-ce que on a fait un petit peu le tour? Moi, j'ai eu plaisir à en savoir plus sur Carnot et ce que vous proposez et comment vous le faites. Est-ce que j'en arrive aux petites questions finales du coup. Est-ce que tu as un proverbe, une devise, des phrases que tu répètes tout le temps, chez toi ou ici moi j'en ai juste une, ouais. C'est no risk, no fun. Voilà. Ok, simple, efficace. Simple, voilà. Est-ce que tu as un surnom? Non, j'ai un diminutif de mon nom de famille, mais c'est pas vraiment un surnom. Il est simple et efficace? Ouais, je pense aussi, ouais. On le donne pas? Si, Peleg, voilà, pas de souci. Simple et efficace. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une ou des questions que je t'aurais pas posées que t'aimerais que je te pose? Non, je crois pas. Non, on a un peu fait le tour. Voilà, le plus important c'est la mission de Carnot, ce qu'on est capable de faire, et non, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Et alors j'en rajoute une, moi. J'en rajoute une. Au début de l'enregistrement, tu disais nous on vend de la puissance de calcul à nos clients et on propose aux gens de se chauffer gratos. Est-ce qu'il y a un projet qui pourrait être de se dire à un moment donné pourquoi pas revendre la chaleur aussi? Oui, effectivement. Après ça, c'est sur la partie bâtiment. Il y a des cas où on va vendre la chaudière en tant que dispositif et rembourser l'électricité. Après, il y a des cas où les gens vont plutôt nous acheter un nombre de kilowattheures de chauffe sur une certaine période donnée. Ah, vous êtes déjà capable de... On est déjà capable de le faire. En fait, indirectement, c'est une question de comment est financé la chaudière. D'accord, ok. Bon, les business models évoluent et sont encore à construire, mais tout est possible. Exactement, voilà, on s'adapte à ce que demandent nos clients tant que ça reste dans ce qu'on sait faire et voilà, et dans l'idée, dans la mission de Carnot. Bon, et Clément, merci beaucoup. Avec plaisir. Et je te dis à très bientôt et peut-être dans un an ou deux, on voit comment s'est passé le scale. Avec plaisir. En espérant que ça soit aussi smooth. J'espère aussi. On y travaille. Salut. Salut.
L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt. Oh,